Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur le jeu de rôle. Je suis Julien et je suis avec Mathieu. Salut. Et aujourd'hui Mathieu, j'ai une question pour toi. Quelles sont les conditions optimales pour commencer, pour faire une session de jeu de rôle? La nourriture, évidemment. Ah, alors la réponse est claire et nette. Ah, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. D'accord, Une bonne partie de jeu de rôle commence avec un bon gueuleton. d'accord. Moi je pensais que vous alliez me dire il faut des bons amis, il faut un endroit calme, etc. Non, vous c'est la nourriture. Eh bien, en fait, la nourriture englobe tout ça. C'est-à-dire que Ah, si vous préparez un bon repas, forcément vous avez de bons amis, forcément vous avez un bon lieu d'accueil, forcément vous avez une belle ambiance. d'accord. Donc Donc, c'est oui. donc la nourriture est quand même je dirais le ciment de l'harmonie d'une bonne session de jeu de rôle. Oui, finalement, c'est plus que la nourriture elle-même, c'est un bon repas, finalement. Ah oui, oui, Un c'est bon repas, quoi. oui, C'est un repas. un Alors, repas, mais organisé, quoi, avec une belle table, avec des bons convives, avec une bonne organisation. alors ça peut être un repas de roi, mais on peut aussi faire quelque chose à la bonne franquette, comme on dit. Mhm. Vous avez préparé quelque chose rapidement, mais quelque chose que vous avez fait avec du cœur. Et les joueurs le ressentent, ça. Quelque chose que vous avez préparé vous-même, même si ce n'est qu'une petite sauce à manger avec un bout de pain, ben, déjà c'est quelque chose. Alors, déjà, d'être maître du jeu, ça demande quand même un gros travail de préparation. Donc là, en fait, ce que tu demandes, c'est les maîtres du jeu, il faut aussi que vous fassiez la bouffe. C'est un peu... Alors, à mon sens, hein, un bon maître du jeu, enfin un bon maître du jeu, je dirais que les compétences d'un maître du jeu ne sont pas seulement dans l'interprétation de personnages, la création de scénarios, mais il y a aussi quand même, il faut quand même qu'il soit un sacré cordon bleu. Je pense que c'est nécessaire. Donc, toujours sur la nourriture, hein, on est On est bien. toujours sur la nourriture, évidemment, D'accord, ouais, ok. mais c'est vrai que cela peut être délégué. Ah, Mais c'est toujours plaisant que le maître du jeu incarne aussi cette compétence mhm. de cuisinier. Donc non content de servir finalement du divertissement, le maître du jeu doit aussi servir de la bonne nourriture. Tout à fait. En tout cas, c'est mon avis. Ok. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui sont en contradiction avec ça, hein, Mhm. et je l'accepte. Mais pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Une bonne partie de jeu de rôle, un ingrédient nécessaire, c'est un bon repas. D'accord. Ben, moi, ce que je propose, c'est que à la fin de ce podcast, à la fin de cet épisode, tu nous livres une petite recette que tu affectionnes, que tu sers à tes convives, à tes joueurs, lorsqu'ils viennent faire une partie de jeu de rôle chez toi. Mais avec plaisir, je Voilà, joue. je te laisse quelques minutes pour y réfléchir. Moi, de mon côté, je voulais parler de choses peut-être un peu plus, alors un peu plus, oui, beaucoup plus abstraites, évidemment. La nourriture, il y a rien de plus concret, quoi. Je voulais parler, en fait, tout simplement des, du lieu, déjà. Du lieu dans lequel se déroule le jeu de rôle. Pour moi, c'est très important d'avoir un lieu qui soit au calme, qui soit confortable, Hmm, et un lieu où on ne dérange personne, hmm. parce que parfois il y a des envolées, comment dire, Eric. j'avais plutôt tendance à dire des cris, quoi, enfin pas des cris, mais voilà, on parle un peu fort, on se coupe la parole, parfois lors d'un combat, l'excitation peut prendre les gens et qui vont se lever, faire du bruit, faire tomber des choses, etc. S'il y a des gens qui dorment à côté, c'est toujours plus difficile de se laisser emporter. Oui. Ça, et aussi, si possible, un endroit où on ne se fait pas déranger Mais pendant quelques heures. hmm. Et alors, pour toi, c'est quoi ce lieu idéal? Ce lieu idéal, ça peut être à peu près n'importe où, si tant est on réunit toutes ces conditions. Ça peut être un salon, une salle à manger, ça peut être un garage, si tant est qu'on y mette des canapés ou une table avec des chaises, une cave, ça peut être, ça peut être La forêt? la forêt, oui. Alors la forêt peut-être plus compliquée. Oui, parce que quand on veut faire du jeu de rôle en forêt, Ouais. il y a quand même une sacrée logistique derrière. Bah c'est ça, parce que du coup, ça veut dire zéro électricité.
Ouais. Ça veut dire pas de musique, ou alors de musique avec des choses qui ont de la batterie. Ouais, tu prends des batteries, ouais, y a toujours moyen de. Ça veut dire faire un feu, donc, enfin, potentiellement, ça veut dire faire un feu. Mm. Ce qui veut dire donc vérifier les législations. Donc, bon, ça ramène plein de Ouais. problématiques qui sont peut-être compliquées. Mais oui, pourquoi pas, oui, c'est Mm. possible, tout à fait. Ou alors, plus simplement, ça dépend des ressources qu'on a, mais plus simplement, une caravane, en fait, ou un camping-car. Ah oui, ça c'est vrai que c'est des Euh, lieux atypiques, mais qui ne freinent pas l'immersion. Ouais, ouais, tout à fait. Et là, en l'occurrence, on peut se mettre absolument n'importe où. Sans gêner personne. Personne ne nous gêne. On peut crier tant qu'on veut si on se met dans un endroit qui est un peu reculé. Mm. C'est une forme d'idéal, ouais, tout à fait. Mm. Et il y a l'électricité en plus. Et même, je pourrais rajouter qu'en fonction du lieu que tu choisis, tu peux aussi adapter l'immersion de ta session. À Mhm. savoir si, par exemple, tu fais... j'avais entendu un jour un gars dire ça, il avait voulu faire une session de jeu de rôle zombie, type zombie, Mhm. et il avait organisé sa partie dans une ruine, en fait, dans un lieu abandonné, un peu urbain, où il était tranquille, et du coup, il y avait quand même ce côté immersif Ouais, des lieux ouais. qui venait donner un ton de plus dans le scénario, en Ouais, fait. ouais, c'est sûr. Dès que tu peux faire quoi que ce soit qui augmente l'immersion, c'est toujours ça de prix. Et le lieu peut peut faire partie de ça. Mais c'est vrai que en général, les rôlistes débutent dans la fameuse cuisine ou la salle à manger. Voilà. Ça reste le plus simple. C'est quand même Ça reste le le plus plus simple. basique, quoi. Ça reste le plus Il simple. y a, Ouais, il y a la bouffe à mettre. porter, Oui, il y a une table, il y a des chaises. ouais. Il faut quand même pas faire trop de bruit après 23 heures. Voilà. Mais Oui, 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 ça dépend. Sauf si vous habitez un pavillon qui est isolé du reste du monde, évidemment. Mais, ouais. dans le cas où il n'y a personne dans la maison qui est en train de dormir, évidemment aussi. Mais bon, voilà, enfin, je pense que ces conditions-là sont réunissables, pas facilement, mais sont réunissables en tout cas. Donc ça, c'était un point sur le lieu. Moi, j'avais un autre point, c'était en fait les joueurs eux-mêmes en fait. Ouais. C'est très important, je pense, d'avoir une cohésion de groupe dans une partie de jeu de rôle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais vu qu'il y a beaucoup d'associations de rôlistes qui organisent des parties de jeu de rôle, en fait, qui demandent aux nouveaux membres de faire des parties tests pour vérifier que leur façon de jouer s'adapte au reste des membres, en fait. Non pas qu'il y a il y a une qualité à avoir, mais c'est vrai qu'en fait, tout simplement, des fois, il faut être synchronisé en termes de délire, de Hmm. dynamisme, de tempérament avec le reste du groupe pour pouvoir profiter au maximum des sessions, quoi. Oui, parce que là, c'est vrai que ce que tu soulignes, on aborde la personnalité des gens, et c'est vrai que là, c'est quand même assez vaste. Ouais, Ça pourrait prendre des heures ouais. Mais grossièrement, oui, on va avoir quand même des personnalités qui vont avoir des affinités entre elles. Et c'est vrai que c'est toujours plus agréable de regrouper des gens qui s'entendent bien. Et certaines personnalités peuvent poser parfois problème. Oui. Des gens peut-être un peu trop expansifs qui en général ne doivent pas être trop liés avec des gens restreints ou timides Mm. et qui du coup se sentiraient un peu lésés. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est pas que une affaire d'introversion ou d'extraversion, hein. C'est pas que ça qui rentre en jeu, mais c'est vrai que si on vient à une partie de jeu de rôle chercher quelque chose et qu'il y a un autre joueur qui vient chercher totalement autre chose et qu'il va, par la façon de jouer, par sa façon de jouer, en fait, faire dévier un peu le dynamisme de la partie vers autre chose, c'est vrai que les joueurs qui étaient venus chercher quelque chose qui leur est propre vont se sentir lésés, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, facilement voir dès les premières minutes de jeu, je pense. Après, il y a des joueurs qui s'adaptent très bien à différents styles de jeu. On peut très bien avoir une table avec laquelle on est très calme et très posé et jouer de manière sérieuse, je mets des gros guillemets, et une autre table où là, par contre, Déconnade. c'est hyper déconnade et on s'amuse tout autant des deux côtés, mais Mm. de manière différente. De manière différente. Encore une fois, c'est important d'agencer les affinités. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des cas où tu as vraiment senti une grosse
Alors, soit toi en tant que joueur, soit en tant que maître du jeu, est-ce que tu as déjà ressenti des sessions de jeu de rôle où tu avais une grosse différence de tempérament entre un joueur et les autres, ou entre plusieurs joueurs et plusieurs autres, mais qui ont nui à la partie véritablement? C'est vrai que dans mon expérience de maître de jeu, j'ai deux types de groupes. Premier qui m'a jamais posé de problème, c'est quand tu joues avec tes amis. Donc c'est des gens que tu connais depuis longtemps et que tu côtoies régulièrement. Du coup, tout le monde se connaît, tout le monde s'amuse. Et sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Bon. Et le deuxième type de groupe, c'est ceux que tu vas rencontrer dans un club ou dans un magasin pour tester un scénario que tu aurais écrit en une session. Et du coup, là tu te heurtes à des volontaires. Tu demandes au gérant du magasin de prévenir les gens qu'il va y avoir une session à telle date que tu organises. Et du coup, là, tu tombes sur des gens que tu connais pas ou que tu as vus d'un regard peut-être dans le magasin. Et voilà, donc tu les connais pas, tu sais pas. Donc tu vas à l'aveugle et voilà, tu présentes ton scénario, tu présentes les personnages, tu mets le moteur en place. Et ça m'est arrivé, ouais, une fois que tu es face à une personnalité un peu, alors avec des grosses guillemets, hein, une personnalité un peu envahissante qui va s'accaparer les temps de parole, qui va pas être à l'écoute des autres joueurs, qui va pas sentir le malaise peut-être venir au sein du groupe, et du coup qui va prendre un peu de place. Mhm. Mais de manière un peu toxique, entre guillemets. Et c'est vrai que là, bah, c'est un peu embêtant parce que bon, bah, tu fais comme tu peux, tu arrives à gérer comme tu peux. Si la personne reste courtoise, bon, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Et tu continues comme ça, et après, tu sais à quoi t'en tenir si jamais tu dois organiser une autre partie. Ouais, tout à fait. Alors c'est marrant parce que là, en t'écoutant parler, finalement, je me dis, les contraintes d'une dynamique dans un groupe de jeu de rôle, c'est exactement les mêmes contraintes que dans un groupe de personnes, quel qu'il soit en fait. À partir du moment où il y a une notion d'équipe, de groupe, de collaboration, bah en fait, t'as des personnalités qui sont... alors, j'irais pas jusqu'à dire toxiques, parce que c'est Ouais, c'est vrai encore, que c'est encore un autre niveau, mais... oui, c'est un terme un peu fort, mais voilà, j'avais pas d'autres Mais mots des pour. personnalités, ouais, qui vont prendre peut-être le dessus sur d'autres, ou alors qui vont empêcher certains de s'exprimer, ou qui vont peut-être prendre le dessus, en fait. Et en fait, ça peut ruiner l'expérience de beaucoup, en fait. Et y compris la sienne, en fait. Y compris la sienne, parce que lui-même va pas comprendre, mais pourquoi personne ne dit rien, pourquoi personne semble éteint, et il va pas comprendre que c'est lui-même, en fait, qui freine les gens, qui freine l'expression, en fait, des gens qui, eux, sont peut-être moins expansifs que lui, et qui ont besoin d'un peu plus d'espace pour s'exprimer, Hmm. enfin, qui ont besoin d'un peu plus de calme, en fait, un peu plus Oui, en gros, ouais, c'est une écoute de soi et l'écoute des autres, hein. Ouais, c'est ça, il y a quand même une forme d'empathie à avoir. Après, c'est pas, je pense que ça s'acquiert, hein. Je pense qu'avec l'expérience, ces personnes-là sont capables aussi de le voir, si on leur explique de manière bienveillante, si on leur dit, écoute, là, tu joues bien, c'est très bien, t'es à fond dans ton personnage, mais essaye quand même de laisser les autres prendre le temps de se mettre en Hmm. confort, voilà, de prendre un peu la confiance, et eux-mêmes de prendre. Alors, ils vont pas parler aussi vite que toi, ils vont pas parler aussi fort que toi, mais ils ont aussi envie de jouer, de s'exprimer, donc Ouais. laisse-leur un petit peu de place, quoi. Voilà. Très difficile à aborder ça, C'est parce très difficile que à faire comprendre aussi, hein. oui, Ouais. parce qu'on a toujours peur de froisser le joueur et du coup qu'il ne soit plus aussi expressif Oui. qu'avant. Mais Surtout qu'en plus, ces joueurs-là, parfois, ils sont très utiles pour faire avancer l'intrigue du scénario. oui, oui, des fois c'est des bons moteurs. Ouais. Tout à fait, parce qu'il y a justement, il y a des profils. Alors là, on parle des profils expansifs qui sont parfois problématiques, mais il y a aussi l'inverse, les profils hyper renfermés, Hmm. qui eux aussi peuvent être problématiques parce que, ben, en fait, c'est difficile de les faire bouger. Moi, j'ai eu une expérience, j'en ai eu vraiment qu'une seule qui était aussi négative que ça. J'étais joueur, c'était pas moi qui masterisais. Une personne qui était novice, qui voulait bien tester le jeu de rôle pour essayer. Et en fait, s'est retrouvé complètement tétanisé, c'est le mot, tétanisé,
incapable de même répondre à une question simple, en fait. Ah ouais. Ouais, et le maître du jeu faisait tout ce qu'il pouvait pour l'inciter, lui dire, bah voilà, donc ton collègue a fait ça, est-ce que toi tu veux peut-être faire ça ou faire ça et la personne ne répondait pas, quoi. Ne Ah oui, oui. répondait pas, elle restait muette. Alors que de base, c'est quelqu'un de tout à fait socialement tout à fait à l'aise. Hein. Il y a pas Ouais. de, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes particuliers. En tout cas, pas que je sache. Mais c'est vrai que là, dans un contexte d'immersion dans un univers imaginaire, blocage complet, quoi. Ouais, il s'est retrouvé complètement. Blocage complet. Et ça a été même jusqu'au point où le maître du jeu l'a mis dans une situation où on était tous. Alors c'était un peu ambiance Cthulhu, tu vois, le jeu de rôle, donc c'était un peu horreur. Il se passait des choses qui étaient fondamentalement illogiques, quoi. Il n'y avait pas vraiment Enfin, c'était un peu, voilà, c'était un peu onirique comme partie. Ouais. Et donc à un moment donné, en fait, tous nos personnages se retrouvent piégés, en fait. Et donc ce dernier joueur, son personnage, est le seul capable d'agir. Il a devant lui une console ou je sais plus exactement quoi, sur lequel il a des boutons ou des pierres sur lesquelles qu'il peut manipuler en fait. Et on comprend rapidement que chaque pierre, chaque pierre personnifie un de nos autres personnages Ah en oui, fait. d'accord, ouais. Ah ouais. Et en fait, du coup, il a l'opportunité de tester quelque chose pour d'essayer de nous libérer ou en tout cas d'agir, quoi. Ouais. Et donc, face à cette console, donc, une situation qui est quand même très simple en fait à Hmm. appréhender, eh ben, la personne ne répondait pas. Ouais. Elle ne répondait pas aux Tétanisé, ouais. questions, quoi. Complètement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Hébété, ouais. Et la personne se contentait de regarder le maître du jeu en souriant, avec un demi-sourire, en mode je ne sais pas. Hmm. Ah Voilà. ouais, Complètement. Voilà. il avait jamais joué, lui. Il n'avait jamais joué, il voulait tester, et il a vraiment, en fait, dès qu'il a compris un peu de quoi il était question, qu'il était question de jouer un rôle, de tout baser sur l'imaginaire, Ça l'a bloqué. terminé. Ça l'a bloqué, ouais. Alors, ça m'est arrivé qu'une fois, hein, donc voilà, mais ça peut exister aussi, voilà, des tempéraments qui sont complètement bloqués. Alors peut-être que, alors après, on était dans un groupe où il y avait quand même des forts tempéraments qui jouaient, y compris le maître du jeu lui-même. Euh, donc peut-être qu'il s'est pas senti à l'aise dans ce groupe-là, peut-être dans un groupe plus calme, peut-être que ça serait arrivé, Ouais. peut-être qu'il y serait arrivé. Oui. Personnellement, je pense pas, mais bon, peut-être, on sait pas. Ouais, mais c'est vrai qu'on est souvent heurté à des personnalités il faut savoir appréhender euh, avec la bonne attitude. Peut-être que ce gars-là dont tu parles aurait été plus enclin à réagir si on l'avait pris d'une certaine façon, ou lui avait peut-être expliqué que voilà, ça se passait comme ça, ou peut-être lui montrer un exemple, hein, Ouais, mais là, ouais, là c'était un coup dur quoi, pour lui, quoi. exactement. Bon, Mathieu, c'est pour toi le moment de nous donner ta recette. Alors, ma recette. Alors, vous savez, c'est pas forcément quelque chose de très gastronomique, en fait. L'important, c'est l'intention que vous portez à votre repas. Ce qui est le plus important, c'est avant tout que votre repas soit bon, il soit facile à faire pour vous, parce qu'il ne faut pas non plus que vous perdiez trop de temps dans la confection de votre repas. Il faut que les joueurs se régalent, évidemment. Et il faut que ça soit... Alors, ça dépend aussi, mais il faut que ça soit quand même facile à manger, dans le sens où est-ce qu'on a besoin d'une logistique de plats, de couverts pour pouvoir le manger. Voilà. Donc il y a toutes ces données qui rentrent en jeu, et c'est vrai que une bonne friteuse, c'est ce qu'il y a de mieux. Faire des frites, un bon paquet de frites pour tout le monde, dans une friteuse à l'huile de bœuf ou huile classique, huile de tournesol. Là, vous serez quand même plutôt bien accueilli par vos joueurs, car ils ont quand même apporté une ration de frites que vous pourrez agrémenter d'une sauce que vous aurez peut-être confectionnée vous-même si vous avez le temps, mais en tout cas, vous pouvez avoir une multitude de sauces donc pour varier un peu le goût, et les gens vont se régaler. Voilà. C'est fait, vous faites une petite poêlée, voilà, vous versez ça dans un bol, vous le mettez au centre de la table, chacun pioche, tout le monde est content, et on commence la session. Ouais, et sans compter le fait que ça permet de mettre des grosses taches de gras sur les feuilles de personnages. Alors, Et c'est indispensable d'avoir toujours au moins une tache de gras sur sa feuille de personnage, sinon ça ne va pas. La tache de gras sur la feuille de personnage, c'est toute une institution. Il ne faut pas la prendre à la légère. C'est un peu comme la première mouche qu'ont les trolls dans l'Enfeuse de Troie.
Ouais. Je crois que dans l'Enfance de 3, quand les trolls ont leur première mouche, c'est qu'ils sont devenus adultes ou un truc comme ça. Bah, la tache de grâce sur une feuille de rôliste, c'est un peu la première mouche pour le troll. Voilà. C'est un peu comme un baptême de feuille de personnage. Ouais. En fait, la feuille est oint, du verbe oindre, et oint d'huile. Donc il y a quand même tout un process là-dessus qui n'est pas négligé et qu'il faut prendre très au sérieux. Ouais, donc n'oubliez pas la tache de gras. Alors, on accepte aussi tache de confiture. Tache de café. Tache de café, oui. Y a tache de vin. Tache de vin, tache de bière. Le beau cercle du verre de vin. En fait, il y a tout un bestiaire hein, des taches sur les feuilles de perso. Qui sera peut-être l'objet d'un podcast très prochainement. Tout à fait, ouais. Très intéressant. Bon, bah merci beaucoup Mathieu. On vous dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci à toi Julien. Et à bientôt. Au revoir.